Donc, je commence directement comme on s'approche déjà de la pause du déjeuner. Donc, voilà. Je commence donc sur la trilogie Vernon sous les textes de Virginie Despentes. La trilogie parue en 2015 et 2017 a été un succès économique et est devenue une franchise. L'ampleur de l'univers que le roman dépeint lui a valu la comparaison avec la comédie humaine de Balzac, par exemple dans un article de Maxime Görgen, mais aussi dans la presse en général. La polyphonie de la narration a été comparée avec la série télévisée, notamment par Christian Franzézke, et avec une playlist de DJ, notamment par Colin Nettlebeck. Le roman a donné lieu à une adaptation plurimédiale, notamment à une mini-série télévisée sous la régie de Cathy Vernet, produit par Canal+, en 2018, avec Romain Duris dans le rôle de Vernon. Cette série donc a eu sa propre bande originale, donc son propre disque, et elle a donné lieu à une bande dessinée en coopération avec Luce, donc entre Virginie Despentes et Luce, dont la première des deux parties est parue chez Albin Michel en 2020. La trilogie romanesque tourne autour du personnage Vernon Subutex, héros éponyme du roman, ancien disquaire, devenu SDF, puis DJ gourou. La trilogie suit le chemin d'un assez grand groupe de protagonistes, d'où aussi la comparaison avec la comédie humaine de Balzac. Donc, un grand groupe de protagonistes, mais reste axé sur le destin de Subutex. Le premier tome commence par l'éviction de l'appartement. Il devient squatter d'abord, Vernon, chez ses anciens amis, et à la fin, il va dormir et vivre dans la rue. Le deuxième tome retrouve Vernon Subutex, maintenant au parc des Buttes-Chaumont. Son groupe d'amis l'a suivi, ils l'ont cherché, et commence un petit culte de Vernon qui, dans le troisième tome, prend l'ampleur dans des convergences, des festivals pour des centaines des invités élus, dont le dernier termine en massacre dans un attentat dont Vernon est le seul survivant. Donc voilà pour dresser un peu le tableau de ce roman très complexe. Le roman foisonne des réflexions économiques. Déjà, car la situation économique de chaque personnage joue un rôle déterminant dans sa caractérisation. Donc, déjà, il est toujours posé par rapport à sa position socio-économique. Ensuite, car les personnages réfléchissent longuement sur la situation économique de leur pays, d'autres pays de leur époque. Dans ce qui suit, je voudrais me concentrer sur le lien entre art et argent sous la perspective du monde de la musique, qui est le fil rouge de la narration. Il s'agit notamment du milieu de rock des années 80, époque pendant laquelle Vernon a formé une sorte de bande avec plusieurs personnages clés du roman, notamment avec le personnage Alex Bleach, le seul parmi eux qui est devenu une vraie star, mais aussi avec la ancienne bassiste Emily, Patrice, donc plusieurs anciens amis du groupe. Le roman aborde le changement dans ce milieu qui, comme tous les mouvements, ou la plupart, beaucoup des mouvements de la musique, est aussi un phénomène de son époque et sera malheureusement plus ou moins dépassé avec elle, selon la théologie du roman. Car dans le roman, les années 2000 marquent le désenchantement pour les anciens adeptes du rock face à une commercialisation de la musique devenue surtout une industrie musicale. Est-ce qu'on m'entend bien? Je peux continuer comme ça, très bien, merci. Donc, la trilogie suit un mouvement des hauts et des bas. Si le premier tome est marqué par la désillusion, dans le deuxième et surtout dans le troisième tome, la musique devient un fil capable à tisser un nouvel lien entre les anciens copains et nouveaux adeptes de Vernon grâce à un nouveau son que l'ancien disquaire crée quand il devient DJ et mixe un son nouveau auquel je vais me référer plus tard. Donc, dans ces sets de DJ, dans les mix de Vernon, nous avons une création d'une communauté qui, ça c'est important, se veut hors du marché économique. Donc, ça c'est le but ou c'est un idéal de cette communauté, de cette petite utopie qui se crée et qui va grandir au fil des tomes. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais consulter un manuel pour les étudiants inscrits dans une école du music business. Donc, pour trouver une mise en perspective qui est souvent abordée dans le roman, justement partant du côté du business, qui ne se soucie pas d'une présupposée opposition entre art et argent, sauf pour la dépasser. Donc,
dont nous avons parlé hier et aujourd'hui déjà. Là, je cite du manuel Making Money, Making Music de David Brunger, paru en 2016, directeur du programme Music, Media and Enterprise à la School of Music de l'Université d'Ohio. Donc vraiment beaucoup d'écoles qui lient musique et marketing et enterprise. Brunger propose la formule de Musical Experience as Transaction, selon laquelle le musicien et le public seront liés par un échange sur plusieurs niveaux. D'abord, la musique forme le lien au niveau de l'expérience esthétique et les liens sociaux, une édification au groupe qui permet aussi de créer une identité à travers de cette culture musicale qui, dans les différents mouvements comme le rock, dans Vernon Subutex, crée sa propre culture, contre-culture ou pas, on pourrait y revenir. Donc, ça, ce sont les deux niveaux, mais le niveau crucial est celui d'un échange économique. Donc, déjà, comme on le voit d'un achat d'une entrée dans un concert ou l'achat d'un disque. Donc, nous avons dans le roman cette opposition entre la perspective des professionnels du music business, pour lesquels le dernier point, justement, l'échange économique, le musical experience as transaction, est abordé d'une perspective d'échange économique, et les adeptes du rock pour lesquels cet échange va être autre chose, donc qui constitue plutôt une manière de se trouver à travers de la musique, de créer une société, une communauté plutôt alternative et une expérience alternative. Donc, je propose une lecture en 3 temps. Et là, je me suis orientée selon la fameuse playlist de Vernon Subutex, car on trouve sur Internet, sur Spotify, par exemple, des playlists dressées par tome. Donc, toutes les chansons mentionnées dans chaque tome, on les trouve dans une playlist. Et je me suis bien inspirée dans cette playlist Spotify, qui justement a aussi des titres avec plein d'allusions économiques. Ils sont nombreux. Par exemple, The Kills, Cheap and Cheerful, mais aussi Rihanna, Bitch, You Better Have My Money, ou Britney Spears, You Better Work, Bitch. Donc voilà une approche ironique de Virginie Despentes, mais un lien entre économie et musique. Ici, avec Britney Spears et Rihanna, c'est clair, de musique commerciale. Donc, pas hors pas partie de la contre-culture. Donc, le premier temps, c'est le désenchantement. What price will you pay? C'est une chanson Code of Honor. Le deuxième, c'est Art et argent sur la même fréquence, Into the Groove, chanson de Madonna. Et la communauté sur la piste de danse, c'est mon troisième moment, et c'est Stayin' Alive. Donc, je commence par le désenchantement. Le roman commence par le jour où Vernon Subutex est expulsé de son appartement parisien par les huissiers et se retrouve dans la rue. Le lecteur apprend que la descente de Vernon est due au changement dans les mécanismes de distribution dans l'industrie musicale. Je cite. Il avait été disquaire entre 20 et 45 ans. Dans son domaine, les offres d'emploi étaient plus rares que s'il avait travaillé dans l'extraction du charbon. Le récit dresse le tableau des années de succès de Vernon, quand son magasin Revolver était le lieu de rencontre et de découverte. Le disquaire était, je cite, le gardien du temple, et c'est justement tous les protagonistes, ou la plupart des protagonistes des personnages du roman, qui se sont rencontrés dans ce magasin et ont formé leur amitié. Et aussi Alex Bleach, le seul du groupe à faire un grand succès, qui a trouvé une inspiration pour ses albums selon les listes de musique qu'il a dressées pour lui, qu'il a choisi pour lui Vernon, ce gardien du temple. Le disquaire est présenté non comme un simple vendeur, mais un vrai être de passage entre la musique et le public. Avec l'arrivée de l'Internet et des plateformes comme Deezer, etc., le rôle commercial de Vernon devient superflu. Donc, le passeur, le gardien du temple, n'a donc plus grand-chose de façon matérielle à garder, parce que les supports de la musique changent. Les gens n'achètent plus les disques, mais les abonnements sur iTunes et Spotify. Donc, c'est quand même assez ironique que la playlist de Vernon Subutex, on la trouve sur Spotify aussi. Je cite
Vernon était pourtant bien placé pour saisir l'importance du tsunami Napster, mais jamais il n'avait imaginé que le navire s'enfoncerait d'une seule pièce. D'aucuns prétendaient que c'était karmique. L'industrie avait connu une telle embellie avec l'opération CD, revendre à tous les clients l'ensemble de leur discographie sur un support qui revenait moins cher à fabriquer et se vendait le double dans le magasin. Fin de la citation. Donc ici, nous assistons à une nouvelle virtualité, une dématérialisation dont nous avons déjà parlé hier et aujourd'hui aussi. Donc, Christine Baron nous a parlé de cette dématérialisation de la perspective de l'art numérique ou sur Internet, le détachement d'une matérialité de l'objet. Ici, c'est ironique car les restes du stock de Vernon ne se vendent plus dans sa boutique, mais ils se vendent comme pièces de collecteur quand ils les vendent sur eBay après la fermeture de sa boutique. Donc, voilà aussi la spécificité que la musique, elle change, elle peut changer le support. Donc, et avec ce changement, certaines professions deviennent superflues. Le roman commence donc par une relation entre art et argent qui tourne mal. Parce qu'il commence avec Vernon Subutex qui doit justement sortir de son appartement, qui perd son appartement, qui déjà est un appartement vide parce qu'il avait vendu toute sa collection. Donc, après les années dédiées au rock, on a une désillusion, un désenchantement. Dès le début du roman, c'est placé sur la perspective d'une opposition entre art et argent. Et il s'agit d'une posture qui commence comme une posture de l'art pour l'art, une posture peut-être bohémienne, où la pauvreté fait partie d'une identité contre-culturelle représentée par le milieu du rock. Je cite, de toute façon, donc je cite, là il s'agit de Vernon Subutex, de toute façon, il n'a jamais roulé sur l'or. De son temps, ça ajoute en crédibilité. C'était avant les années 2000 et que dans le public des concerts, mine de rien, tout le monde porte des pompes neuves et chères, de la bonne marque, la bonne montre au poignet, celle de saison, le petit jean qui va et dans la coupe atteste qu'il a été acheté dans l'année. Depuis Zadig et Voltaire, la musique a perdu son aura poétique. Alors que pendant des décennies, elle venait valider l'artiste, le vrai, c'est celui qui a préféré ne pas vendre son âme. Aujourd'hui, c'est mort ou vaincu, même dans le rock. Fin de la citation. Donc voilà justement ce topos de vendre son âme. Et cette citation donc reproduit les clichés de cet artiste bohémien. La situation économique devient aussi maintenant un style de vie, un lifestyle. Et aussi, on trouve un changement au niveau de changement de génération parce que maintenant, la posture du rock n'a plus besoin d'être vraiment authentique. Elle n'a pas besoin de se nourrir d'une vraie marginalité, mais devient compatible avec une aisance financière exposée sans honte. Donc, je passe, parce que je regarde un peu le temps, je passe peut-être mon explication sur l'autre personnage, Émilie, mais peut-être Patrice quand même est intéressant, lui qui a quitté le milieu du rock, et je trouve ça intéressant parce qu'il a une réflexion où il dit il en a marre, il en a vraiment marre de ce week-end qu'il passe dans le camion, jouer des concerts pour peu d'argent, dormir dans des sacs de couchage, dans une cave, c'est pas vraiment son idée. Il veut quand même changer. Et ce commentaire ironique, il est quand même j'ai bien aimé ça parce qu'il reprend une idée très répandue dans plusieurs domaines, théâtre, dans la musique, mais aussi dans l'université, où on accepte des conditions de travail précaires au nom du sacrifice pour l'art ou pour la science, et où le système même est basé sur ce sacrifice et le reproduit. Donc, Patrice, quand il a marre, il en a marre. C'est là aussi une référence à la relation entre art et argent qui nous intéresse, donc la création d'une ambiance d'exclusivité où ceux qui peuvent y participer se sont tellement privilégiés, ils sont tellement contents qu'ils acceptent de travailler dans des conditions précaires, ce qui finalement permet de pouvoir profiter des gens qui travaillent gratuitement ou pour peu d'argent. Donc, je passe à l'autre protagoniste, Alex Bleach, la star du rock, qui meurt au début du roman d'une overdose. Et là, on trouve, je ne vais pas entrer dans les détails du roman parce que c'est vraiment quand même assez complexe, mais on trouve des bandes qu'il a laissées comme héritage à Vernon. Et là, il y a
il a fait une vidéo où il parle, dans cette vidéo, il parle de la culture mainstream et la culture du rock. Donc, c'est un résumé de sa vie un peu. Je cite, « Je n'ai aucun souvenir. » Attendez, je change, voilà. « Je n'ai aucun souvenir entre 16 et 23 ans d'avoir regardé une émission à la télé. On n'avait pas le temps, on était dehors et on écoutait de la musique. Je ne me souviens pas être allé voir un film grand public avec une clip de Madonna ou Michael Jackson. La culture mainstream ne faisait pas partie de notre champ de vision. » Et plus loin, plus tard est venu un monsieur rock, il est où le monsieur rock? À la culture. On a commencé à entendre parler des subventions, à voir des belles salles s'ouvrir qui ressemblaient à des MGC de luxe. On a vu des mecs se pointer qui savaient montrer des dossiers, qui parlaient le langage des institutions. Et on a justement hier aussi parlé du langage des institutions. Ils étaient plus articulés, plus malins. On a commencé à remplir des papiers. Plus rien ne nous appartenait. Nous devenions tous des clients. Le rock convenait à la langue officielle du capitalisme, c'est de la publicité, slogan, plaisir, individualisme, un son qui t'impacte sans ton consentement. Fin de la citation. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que Virginie Despentes, et là, dans cette façon d'écrire, elle est comme très proche de Michel Houellebecq, tous ces personnages, ou la plupart de ces personnages, ils ont une position fortement autoréflexive, ils paraissent tous dotés d'un savoir sociologique très profond. Et justement, dans ce mot d'Alex Blish, star du rock mort d'une overdose, le roman nous présente la fin de la contre-culture, le sell-out total, et le sell-out tellement redouté par le public, par les artistes et aussi par l'industrie de la musique, parce que justement, une fois que l'artiste perd son authenticité, sa street credibility, par exemple dans le rap, il peut aussi perdre justement son capital économique parce que les fans se lassent de sa présentation. Donc l'authenticité est très liée à la performance. Je termine cette partie. Je vais regarder quand même mon petit portable, il est quelle heure? Voilà. Donc je vais terminer cette partie avec une remarque sur ce que je trouve assez pertinent, c'est la thèse du sociologue allemand Andreas Rechte qui parle d'un sujet créatif consomptoire. Dans son livre Das hybride Objekt, le sujet hybride, il propose cette idée qu'avec les contre-cultures des années 68, qui se d'abord visent un épanouissement individuel, mais qui pratiquent donc différentes pratiques du corps, pratiques du yoga, la danse, les voyages dans les pays branchés au niveau de la culture 68. Donc tout ça, c'est pour se trouver, s'épanouir, mais aussi ça devient une sorte de consommation, donc il dit créatif consomptoire, parce que ce sont des éléments qu'on peut consommer et donc qui vont être réinscrits dans une logique capitaliste. Voilà. Donc, cette partie elle termine triste parce que Vernon se retrouve assez seul. Le premier temps, se retrouve assez seul. La liste des gens chez lesquels il pourrait squatter est assez vite épuisée. Les paroles de Blish se trouvent sur des bandes que Vernon n'a jamais pris le soin d'écouter, une sorte Das letzte Band de Kafka. Et Émilie et Pascal sont aussi des personnages complètement seuls et limite dépressifs. Donc, cette partie, je crois, elle est vraiment liée à une opposition qui dit art et argent ne sont pas compatibles dans une idéologie de la contre-culture du rock. Je passe à la deuxième partie, Into the Groove avec Madonna. Donc, le premier moment où ça bascule, on l'a aussi dans le premier tome, une scène que je voudrais lire avec vous et qu'on pourrait aussi nommé God is a DJ. Le premier mouvement où cela bascule, on voit Vernon retrouver ses forces ou plutôt trouver des nouvelles forces. C'est quand il fait le DJ dans une fête des Kiko, un broker nerveux, adepte à la cocaïne et au Twitter qui l'use plus ou moins de manière addictive. Le passage est intéressant car il nous ouvre une autre perspective sur la relation entre art et argent. Qu'on a également abordé déjà dans les discussions.
C'est-à-dire l'idée de l'homme, de homo economicus, de l'homme économique en tant qu'artiste. Ici, c'est le broker qui se voit lui-même comme artiste. Le chapitre est narré de la perspective du personnage complètement drogué, donc Kiko. Les lectures le suivent dans son délire sous l'effet de la cocaïne. Donc là, voilà la perspective que nous avons. Et je cite Kiko. Son job, c'est la vitesse. Les gens qui ne sont pas de la partie ne comprennent pas. Ils pensent qu'il étudie des entreprises. Kiko est un sprinter. Ah, oh, 2 minutes. Ok. Kiko est un sprinter. Il réagit au centième de seconde. Il marche au rythme des machines. Blackout, un crash boursier dure 1 seconde et demie. Les bénéfices se comptent en milliards. Je saute un peu, c'est l'infra-instabilité, pas le temps de toucher le sol, il vire au diapason du logarithme. Et là, en fait, ce que je voulais montrer, je dois résumer, je suis désolée, ce que je voulais montrer, c'est qu'on a une parallèle entre ce rythme, ces fréquences du marché des finances et de la musique. Et là, je vous avais quand même ramené une jolie musique bon, je vais le partager le lien plus tard, donc, mais l'idée de Dance to the Rhythm of the Market, c'est une site que j'avais trouvé qui donne des conseils aux traders. Et j'en cite juste quelques-uns. What is the market rhythm? The main parameters of the musical rhythm on the dance floor are its pace and loudness. Et plus tard, volume in the futures market works similarly with the only difference. The loudness analog here are trading volumes. Loudness in the market is determined by the volume of order of institutional players and, like DJs at their mixer boards, institutional players can increase or decrease it, thereby influencing the activity of retail traders. Dancers on the dance floor. Donc, je fais super vite parce que ce serait quand même dommage. J'ai encore le lien, je vais le partager plus tard, où on voit une vidéo qui crée une musique qui dit this animated data visualization translates the ups and downs of the 2013 stock market into musical notes. La chanson, je vous le dis directement, elle est nulle, mais c'est intéressant. For every day, a piano, an organ and a guitar come together to form regular chords on the offbeat of the song. Donc, ce qu'on a ici, c'est que la musique, the pitch for each note is determined by the daily closing numbers of the S&P 500. Each note covers 10 points on the index, so if there was little movement from one day to the next, the same note is played twice, etc., etc. Et j'avais encore un troisième exemple, c'est le Business Punk, un magazine qu'on trouve en Allemagne qui a toute cette idéologie de work hard, play hard, donc cette mise en scène du monde de la finance en tant que rockstar. Et donc, je conclus sur une partie que je n'ai pas pu présenter, je suis vraiment désolée, qui est celle sur la communauté qui commence comme une utopie hors du marché d'argent, mais qui finalement va quand même être submergée par ce marché